Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Cette semaine, je publie une série de vidéos sur le télétravail. Le sujet est à la mode, surtout en ce moment, mais je vais essayer de le traiter sous un angle inédit en le connectant à la méthode Waterfall Revenue. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode Waterfall Revenue, il s'agit d'un ensemble de compétences qui forment un processus qui permet d'améliorer sa vie financière et qui s'adresse principalement aux salariés. Nous verrons donc tout d'abord comment le télétravail peut s'intégrer à la méthode Waterfall Revenue et surtout quand c'est pertinent d'y recourir en fonction de ses aspirations personnelles ainsi que de ses éventuels désirs d'augmenter ses revenus, d'obtenir une promotion dans son entreprise, mais aussi de repartir à la conquête de son temps et atteindre un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Nous parlerons bien évidemment dans cette série des avantages mais aussi des pièges du télétravail, comment être efficace en télétravail. Nous verrons également comment convaincre son patron de passer au télétravail partiel voire permanent en reprenant un certain nombre d'idées du livre La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Et bien entendu, nous traiterons le sujet de la visibilité, de l'influence et du développement de ses compétences agiles, les soft skills, dans un contexte de télétravail. Pour rappel, la méthode Waterfall Revenue est une méthode pour gagner plus d'argent tout en travaillant moins, destinée aux salariés de longue date et aux jeunes diplômés qui viennent de rentrer dans la vie active. Le principe est simple. Premièrement, utiliser le salariat pour acquérir un maximum de compétences, notamment les compétences agiles et humaines, les fameuses soft skills dont nous avons déjà parlé. Deuxièmement, monter dans la hiérarchie jusqu'à atteindre les postes qui ont un ratio argent gagné, temps au travail et contraintes bien équilibrés, c'est-à-dire plutôt des postes de cadre ou d'agent de maîtrise. Troisièmement, repartir à la conquête de son temps. Quatrièmement, réinvestir son temps pour développer des sources de revenus complémentaires, voire préparer une nouvelle carrière professionnelle. Cinquièmement, fuir le système et enfin profiter de la vie. Tout d'abord, le télétravail n'est pas disponible à tous les postes. En général, plus on monte dans la hiérarchie, en devenant agent de maîtrise ou cadre, plus l'accès au télétravail est facilité. Parce qu'on est déjà équipé d'un ordinateur portable et parce que le travail ne requiert pas de présence physique. Les postes de production et de service, quant à eux, sont pour la plupart exclus du télétravail. Donc si tu vois qu'autour de toi, une grande partie de tes collègues, notamment tes responsables, sont entre guillemets tranquilles à la maison en télétravail, tandis que toi tu dois faire tourner les opérations, je t'invite à te renseigner comment monter en grade, comment avoir une promotion d'entreprise et plus généralement comment bien gérer ta carrière professionnelle et atteindre des postes entre guillemets plus confortables. Sur cette chaîne YouTube Waterfall Revenue, tu trouveras de nombreuses ressources qui traitent le sujet. Il y a aussi, pour les plus motivés, le programme de formation Carrière Booster qui donne toutes les compétences, stratégies, techniques et astuces pour être prêt à décrocher une promotion en interne en moins de 3 mois. Maintenant, si tu es déjà en position de faire du télétravail, tu dois bien réfléchir si c'est une organisation qui peut te convenir et surtout si cette organisation est en ligne avec tes aspirations personnelles et professionnelles. Je m'explique. Si tu es encore à l'étape numéro 1 de la méthode Waterfall Revenue, le télétravail, dans la plupart des cas, va ralentir le développement de tes soft skills qui te seront utiles à l'étape numéro 2. Si tu es à l'étape numéro 2 de la méthode, le télétravail peut complexifier la mise en œuvre d'un plan de conquête de postes plus élevé dans l'entreprise. D'ailleurs, ceux qui ont suivi la formation Carrière Booster se souviennent d'une grande partie qui s'appelle Influence, avec beaucoup d'astuces et de techniques pour devenir un salarié influent dans son organisation. En revanche, le télétravail peut être la bonne formule pour toi pour te concentrer sur l'application du module Focus Valeur où l'on apprend à être efficace, gagner du temps afin de pouvoir réinvestir ce temps à des actions d'influence. Nous y reviendrons, mais si tu es à l'étape numéro 2, le télétravail partiel ou alterné peut être une très bonne stratégie. Maintenant, si tu as déjà atteint les étapes 3 et 4, le télétravail peut prendre tout son sens pour partir à la reconquête de ton temps, à condition de ne pas tomber dans les pièges du télétravail. Nous en parlerons un peu plus tard au cours de cette série de vidéos consacrée au télétravail. Et si tu es arrivé à l'étape numéro 5 de la méthode Waterfall Revenue, tu as atteint le niveau suprême où tu peux décider de ce que tu veux faire dans ta vie et c'est alors à toi de décider comment tu souhaites travailler si tu as encore besoin de travailler. Quand tu es au niveau numéro 5, tu es en mesure de décider le télétravail ou de l'imposer à ton employeur et à tes clients. Nous avons donc beaucoup de sujets à voir ensemble pour bien utiliser le télétravail. En fait, il y a pas mal de formules qui existent.
La plus courante, c'est le télétravail forcé en raison de circonstances exceptionnelles. Grève, aléas climatiques, épidémies, etc. Donc là, l'employeur va autoriser une partie de son personnel à se mettre en télétravail alors que ce n'est pas forcément dans la culture de l'entreprise ou de l'organisation. Bien souvent, c'est juste une affaire de quelques jours et le travail se fait en mode dégradé car l'employé ne va pas retrouver tout le confort de son poste de travail. Certaines applications ne lui seront pas accessibles sur son ordinateur et l'interface mail est peut-être sur un navigateur internet, ce qui n'offre pas toujours une très bonne expérience d'utilisation, ou encore l'employé n'a pas accès à ses fichiers car il n'a pas de VPN ou de bureau virtuel accessible à distance. En général, en quelques jours, ni l'employeur ni l'employé n'ont le temps d'appréhender les avantages et les inconvénients du télétravail puisqu'il est déclenché rapidement dans l'urgence. C'est exceptionnel, temporaire, et après quelques jours, tout le monde revient au bureau en présentiel. Il y a aussi du télétravail autorisé ou toléré pour les postes qui nécessitent beaucoup de déplacements, comme les commerciaux, les consultants ou les formateurs. Des catégories de personnel qui disposent déjà d'une grande autonomie d'organisation et qui donnent déjà beaucoup de temps à leur entreprise et à qui il est naturel de ne pas imposer un retour au bureau entre leurs déplacements. L'autre organisation de télétravail, c'est le télétravail partiel. L'entreprise va autoriser, par exemple, un jour par semaine, ses employés à télétravailler. Cela peut être un jour au choix de l'employé ou imposé par l'employeur. Les mercredis et vendredis, il est courant d'avoir dans certaines entreprises beaucoup d'employés en télétravail. C'est une excellente manière de découvrir le télétravail et nous verrons plus loin dans la série quelles sont les techniques pour tirer au mieux parti de cette organisation en fonction de ses objectifs de vie. Ce type d'organisation peut aller jusqu'à dire que le salarié ne va passer qu'une journée au bureau, pendant laquelle les réunions sont privilégiées. C'est d'ailleurs une excellente manière pour les entreprises de réduire leurs coûts et la taille de leurs locaux. Donc dans ce cas, les salariés travaillent 4 jours à la maison et 1 jour au bureau. Ils n'ont en général pas de bureau nominatif sur leur lieu physique de travail. L'étape d'après, c'est d'être à 100% en télétravail, mais avec une obligation de proximité géographique pour participer ponctuellement à des réunions physiques. Ça permet une certaine liberté pour éloigner son domicile du siège de l'entreprise, mais il faut garder une certaine proximité. Dans ces cas-là, il faut que le cadre du télétravail soit bien établi avec l'employeur. Et enfin, la formule extrême, c'est d'être en télétravail à 100% sans contrainte géographique. Donc le salarié peut se trouver à Bordeaux ou sur la Côte d'Azur alors que le siège de sa société est à Paris. Dans ce cas, il ne rencontre ses responsables hiérarchiques et ses collègues qu'au cours de séminaires annuels et de quelques déplacements professionnels. La vidéoconférence sert à maintenir en général le contact. Pour toutes ces formules de télétravail, le contrat de travail reste relativement le même qu'en présentiel. Le salarié est à la disposition de l'employeur sur des jours et des plages horaires précises. Et pour les cadres, au forfait, l'implication attendue est la même en présentiel qu'en télétravail, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés compter leurs heures. Il y a même une formule ultime du télétravail qui est 100% asynchrone, où le salarié peut être situé n'importe où dans le monde. Il n'y a pas de contrainte de fuseau horaire imposée, pas de nécessité de répondre immédiatement à des emails, très peu de conf calls, très peu d'appels téléphoniques, mais il y a juste la contrainte de réaliser du travail dans des délais impartis et de répondre aux demandes des collègues, hiérarchies ou clients dans un délai en général sous-entendu de 24 heures. À la fin de la série, nous parlerons de cette formule qui pourra faire rêver certains d'entre vous. Parlons des avantages du télétravail. S'il est bien géré, le premier avantage du télétravail, c'est d'avoir un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle grâce à la reconquête de son temps. Quand tu passes une journée de travail traditionnelle en présentiel dans un bureau, il est attendu que tu sois physiquement présent 7, 8, 9, 10 heures par jour. Et sans t'en rendre compte, tu vas consacrer encore beaucoup plus de temps à ton travail. Entre 1 à 5 heures de plus par jour. Comment ? Je t'explique. Premièrement, avant d'aller au travail, il faut s'habiller, se maquiller, nouer le nœud de sa cravate, trouver le bon assortiment de couleurs des vêtements. Les soirs et les week-ends, il faut aussi cirer ses chaussures, passer au pressing, déposer et récupérer ses costumes ou ses tailleurs, repasser chemise et chemisier. Bref, tout ça mis bout à bout, sur une semaine, ça se compte en heures. Deuxièmement, il y a le temps de transport pour aller au travail, du temps que tu ne contrôles pas. Long trajet sur autoroute ou en agglomération, embouteillage, attente des transports en commun, et l'obligation de prévoir des marges importantes pour ne pas arriver en retard. En fonction d'où tu habites, cela chiffre lourd en temps sur une semaine entière.
Troisièmement, il y a le temps des pauses, où tu ne peux pas faire n'importe quoi sur ton lieu de travail. Alors qu'en télétravail, tu peux faire 30 minutes de sport, regarder un documentaire, étendre une machine à laver, appeler des amis, regarder une vidéo Waterfall Revenue, bref, personne ne sera là pour te regarder et te juger. Notamment, de nombreuses petites tâches ménagères peuvent être faites dans les pauses tout au long de la journée, et aussi tu es sur place en cas de livraison de colis ou si un réparateur vient fixer quelque chose chez toi. Bref, beaucoup de choses qui se situaient auparavant le soir et le week-end en dehors de tes heures de travail vont être relocalisées au milieu de ta journée de travail. Quand tu es au travail, tu as de nombreuses pauses et interruptions que tu passes à plaisanter avec tes collègues ou à naviguer sur Internet. À la maison, tu vas faire des pauses utiles. Quatrièmement, le repas passé sur le lieu de travail, il faut sortir du bureau, commander à manger, faire la queue, attendre au restaurant, etc. Du temps passé pas forcément pour toi et souvent avec des collègues que tu n'as pas forcément choisis, à parler travail ou banalité. Cinquièmement, le temps d'attente en fin de journée au cas où il se passe quelque chose, ou juste pour assurer une présence. Alors quand télétravail à la maison, si tu as fini tout ce que tu as à faire à 16 heures, tu peux te consacrer à tes activités personnelles et juste te reconnecter à tes emails vers 18 h pour répondre à d'éventuelles urgences. Pas besoin de faire croire que tu as quelque chose à faire. Sixièmement, dans les formes les plus flexibles du télétravail, c'est aussi la possibilité de mieux organiser sa semaine et d'aller faire des démarches administratives ou ses courses en milieu de semaine, en milieu de journée, quand les supermarchés sont vides et donc de gagner du temps. Mets un instant cette vidéo en pause pour calculer tout le temps consacré de près ou de loin à ton travail chaque semaine. Divise ce temps par ton salaire hebdomadaire. Voilà, tu viens de calculer le taux horaire réel de ton travail. Maintenant, fais le même calcul avec un télétravail complet ou partiel. C'est magique, ton taux horaire augmente considérablement. Ensuite, prends le nombre d'heures éveillées disponibles par semaine. Normalement 16 heures fois 7 jours, soit 112 heures, et déduis le temps consacré au travail avec ou sans télétravail. La différence est impressionnante, n'est-ce pas? Voici donc le premier avantage du télétravail. Quand tu vas travailler, avant même que tu aies commencé ta journée, tu as déjà dépensé de l'argent. Je m'explique. Si tu as un poste à responsabilité, il est fort probable que tu ne puisses pas venir au travail habillé de la même manière que quand tu es en vacances. Donc tu dépenses des centaines voire des milliers d'euros chaque année pour avoir de beaux habits, de belles chemises, de beaux costumes, tailleurs, chemisiers, chaussettes, chaussures imperméables, etc. Fais le calcul en moyenne de ce que tu dépenses chaque année. C'est très élevé, n'est-ce pas? En télétravail complet ou partiel, tu vas pouvoir fortement réduire ce budget et entretenir une garde-robe plus réduite. Ou tout simplement avoir moins d'usure et des dépenses de renouvellement moins élevées. Idem pour le budget pressing et cirage. Deuxième point, les coûts de transport. Les abonnements transport en commun peuvent être réduits ou supprimés, tout comme les frais d'essence ou d'électricité pour ta voiture. L'usure de la voiture, la maintenance, voire le rythme de renouvellement du véhicule, tout est source d'économie. En télétravail complet, il est même possible de considérer de n'avoir qu'une seule voiture pour le foyer au lieu de deux et de faire de belles économies. Télétravailler, c'est donc économiser beaucoup d'argent sur les transports. Troisièmement, le coût des repas. À moins que tu amènes déjà ton propre repas à ton travail, si tu manges tous les midis au restaurant, à la cantine d'entreprise ou avec de la vente à emporter, tu dépenses beaucoup d'argent dans le cadre de ton travail, sans pour autant manger toujours très bien d'ailleurs. En télétravail, tu manges à la maison, ce qui coûte beaucoup moins cher, et tu gardes tes tickets restaurant pour te faire plaisir le week-end et en vacances, ou bien tu les utilises quand tu fais tes courses au supermarché. Quatrièmement, en fonction du pays où tu habites et de l'entreprise qui t'emploie, dans le cadre d'un télétravail à 100%, tu pourras recevoir une compensation financière qui est censée payer la location de mètres carrés supplémentaires dans ton appart pour installer un bureau ou pour payer la connexion Internet et une partie des charges d'électricité. C'est donc une excellente manière pour financer un logement plus grand, surtout dans les grandes villes. D'ailleurs, pour être tout à fait exact, si tu veux faire un calcul précis de la rentabilité du télétravail, il faut que tu prennes en compte quelques dépenses supplémentaires, augmentation des coûts de chauffage et de climatisation de ton logement principalement, mais également une augmentation marginale de ta consommation d'électricité et d'eau.
troisième avantage à se mettre au télétravail qui est d'ordre sociétal, car télétravailler, c'est limiter son impact sur l'environnement puisque cela permet de réduire le nombre de mètres carrés de bureaux dans les villes pour les réallouer à des logements d'habitation. Moins de mètres carrés de bureaux, c'est donc moins de consommation énergétique. Télétravailler, c'est utiliser moins les transports et cela réduit les besoins en énergie pour se déplacer. Télétravailler, c'est participer à la décongestion des transports. Il faut savoir que les transports en commun, mais aussi les réseaux routiers, demandent des infrastructures et équipements industriels importants qui sont dimensionnés pour les pics d'utilisation du matin et du soir. Et le reste de la journée, il y a des millions de mètres carrés de bitume qui ne servent à rien, mais également des dizaines de milliers de bus, trains et voitures qui sont au parking. Télétravailler, c'est aussi arrêter de consommer chaque jour de la vente à emporter avec tous ces emballages plastiques et cartons à usage unique. D'ailleurs, le sujet du télétravail devrait davantage être défendu par les mouvements écologiques car c'est une méthode facile et efficace de réduire l'empreinte carbone de l'homme sur la planète et nous l'avons d'ailleurs très bien vu lors de la grande pandémie du coronavirus de 2020. Mais télétravailler, c'est aussi faire revivre nos campagnes et cités dortoirs et donner une chance au commerce de proximité d'exister. Enfin, télétravailler, c'est la promesse d'avoir une population moins stressée et moins malade et donc de réallouer les dépenses de sécurité sociale. Voici donc les principaux avantages du télétravail. Vu comme ça, tout paraît rose, mais il n'y a pas que des avantages au télétravail. Le premier piège du télétravail, c'est de travailler plus ou en tout cas sur des horaires beaucoup plus étendus. Lorsque vous travaillez en présentiel, le temps du travail est bien délimité par le lieu du travail. Quand vous le quittez, normalement, le travail s'arrête. En télétravail, comme il n'y a plus de délimitation géographique au travail, le risque est de suivre ses emails dès le petit déjeuner et jusqu'au coucher. D'un point de vue de l'employeur, c'est très intéressant, surtout pour les postes de service ou lorsqu'il faut interagir avec des personnes sur plusieurs fuseaux horaires. Mais du point de vue de l'employé, le piège est d'être toujours dans sa tête au travail et de ne pas avoir assez de temps qualitatif pour soi et pour ses proches. Attention, il est tout à fait possible de faire un burn-out même en télétravail. Pour ne pas tomber dans ce piège, il est important d'avoir des horaires en télétravail comme vous pourriez en avoir en présentiel dans votre entreprise et d'éduquer vos supérieurs et collègues au fait que vous êtes disponible sur ces horaires et qu'en dehors vous avez votre vie privée. Bien entendu, surtout pour les cadres, vous restez disponible en cas d'urgence. Mais uniquement en cas d'urgence. Le problème survient surtout en fin de journée. Une excellente manière de se fixer des limites, c'est de fixer une activité sportive, sociale ou familiale en fin de journée et de le faire savoir. Mais aussi à la pause déjeuner. Quand on se met en télétravail, une fois le temps d'adaptation passé, vous allez être de plus en plus efficace. Pas de réunions qui servent à rien, pas de collègues qui parlent fort dans l'open space, pas de chefs qui viennent à votre bureau pour poser des questions. Beaucoup de salariés consciencieux vont alors se rendre compte que ce qu'ils faisaient auparavant en 8 heures par jour peut se faire en seulement 5 heures. Et ils culpabilisent en pensant voler du temps à leur entreprise, ils se sentent redevables et compensent par un monitoring de leurs emails sur des plages horaires élargies, car ils ne voudraient surtout pas que leurs patrons se disent qu'ils ne travaillent pas assez en télétravail. Ce type de raisonnement est un des pièges du télétravail. Il faut absolument s'en détacher. En revanche, le temps gagné en télétravail grâce à des gains de productivité reste à la disposition de l'employeur. Donc il est délicat d'arrêter de travailler à 15 heures pour aller à la piscine ou se promener. Le mieux, c'est de simuler une présence en différant l'envoi de mails et de voguer à ses propres occupations, mais en restant sur son lieu de télétravail. Si vous avez suivi la méthode Waterfall Revenue, en fonction de votre niveau et de vos aspirations, vous avez vu que avec le télétravail, vous avez le choix, soit de réinvestir ce temps dans votre progression professionnelle, ou soit d'utiliser ce temps à des projets personnels, notamment la création de revenus complémentaires ou la préparation d'une seconde carrière professionnelle. En tout cas, si après quelques semaines de télétravail, vous n'arrivez pas à faire des gains de productivité, et si vous n'arrivez pas à libérer du temps pour le réallouer à votre progression de carrière ou à des projets personnels, il faut remettre en question la manière dont vous abordez le télétravail. Peut-être que vous êtes tombé dans un des autres pièges que nous allons voir d'ici la fin de cette vidéo.
Le deuxième piège, c'est de ne pas être au courant de ce qui se passe dans son entreprise, se sentir isolé, manquer de contacts sociaux, mais aussi craindre pour son emploi, craindre d'être licencié, car vous n'avez pas assez d'interaction avec vos supérieurs hiérarchiques, voire vous avez l'impression que votre contribution est très modeste, ou bien que vous pourriez être facilement remplacé. Pour ne pas se sentir isolé, la technique c'est de remplacer une partie des emails par des appels téléphoniques ou des appels par vidéoconférence, surtout pour de simples questions-réponses ou tout simplement pour dire merci. J'ai vu aussi beaucoup dans des articles sur internet le conseil de surcommuniquer. Alors attention, cela dépend du contexte et de la culture d'entreprise. En tant que manager, surcommuniquer avec ses équipes peut être une bonne idée, notamment pour dire bonjour et partager des nouvelles. Mais attention aux chats permanents sur messagerie qui sont de vrais freins à la productivité. En tant qu'employé, je ne conseille pas de surcommuniquer avec son manager. En tant que manager, je trouve ça agaçant de voir des personnes qui surcommuniquent juste pour montrer qu'elles existent. Je conseille plutôt de rechercher la pertinence et la qualité plutôt que la quantité. C'est aussi important de compenser son isolement par des activités sociales régulières, sport en groupe ou en club, aller au restaurant ou boire un verre avec des amis, voire avec des collègues s'ils habitent pas très loin de votre domicile. Également, assurez-vous d'avoir des contacts privilégiés avec votre manager, mais aussi avec les personnes influentes de votre organisation. Si vous n'avez pas de contact régulier avec votre manager, voyez avec lui ou elle comment il ou elle souhaite interagir avec vous. Appel téléphonique ou email hebdomadaire, mensuel ou autre. Ensuite, à vous de transformer la communication comme un réel échange et de rechercher du feedback. Si votre manager n'en donne pas, il faut le pousser à vous en donner. Cela va vous permettre de vous rassurer sur le fait que vous faites du bon travail et que vous avez votre place dans l'organisation. Le troisième piège, c'est de se laisser aller en tant que personne et de se dégrader sur les plans physiques et psychologiques, notamment du fait de la sédentarité. Alors, pour éviter ce piège, il est important d'avoir une routine. Le matin, ne pas ouvrir ses mails et ne pas commencer à travailler tant que vous n'avez pas pris un petit déjeuner, une douche et rangé votre espace de vie. Il faut aussi insérer dans la journée des sorties en dehors du logement, par exemple un créneau pour faire du sport en extérieur, aller acheter sa baguette de pain ou encore se promener 15 minutes autour de chez soi après déjeuner. Il est fort probable que vous fassiez moins d'efforts physiques du simple fait que vous n'avez pas à vous déplacer pour aller travailler. Il faut donc impérativement compenser par d'autres activités et surtout surveiller son alimentation, notamment le grignotage au risque de prendre du poids, du cholestérol ou du diabète. Attention aussi à l'ergonomie du poste de travail. Si le télétravail concerne plus d'un jour par semaine, il faut prévoir un espace dédié avec une chaise ergonomique et une surface plane à la bonne hauteur. La table de la salle à manger n'est pas forcément idéale pour des sessions de travail prolongées. Nous y reviendrons plus tard dans cette série, mais la taille de l'écran de l'ordinateur portable peut être inadaptée pour travailler longtemps dessus et il faudra songer à s'équiper d'un ou deux écrans supplémentaires. Ces points sont très importants pour s'éviter fatigue mentale, mal de dos ou problème de vision. Et pour atteindre des gains de productivité, l'ergonomie du poste de travail doit être idéalement au même niveau que dans les locaux de votre entreprise. L'enfermement et la sédentarité jouent aussi sur le moral. En télétravail, il faut faire plus de sorties et d'activités que vous n'en feriez si vous travaillez dans les locaux de votre entreprise. Le quatrième piège, c'est d'avoir des relations tendues, voire conflictuelles avec les personnes avec qui vous interagissez dans le domaine professionnel. Il y a deux causes principales. Premièrement, mal connaître ses collègues qu'on n'a peut-être jamais vus physiquement. Deuxièmement, la surreprésentation de la communication écrite, email ou chat qui laisse place à de nombreuses ambiguïtés et de mauvaises interprétations. Tout cela a pour conséquence de provoquer une tension nerveuse sur le court terme. Sur le long terme, cela donne des salariés aigris et au final, cela déteint sur la vie personnelle. Pour éviter ce piège, il faut multiplier les communications verbales au téléphone ou en vidéoconférence. S'il y a de l'incompréhension après 3 échanges d'emails consécutifs, il faut arrêter l'échange écrit et passer sur un échange verbal pour mieux se comprendre. Lorsque vous avez des occasions de rencontrer vos collègues, mais aussi vos clients, fournisseurs et autres parties prenantes, à l'occasion de réunions, de séminaires de fin d'année ou de déplacements professionnels, vous ne devez avoir qu'un seul objectif: rencontrer et sympathiser avec un maximum de personnes.
Si vous avez déjà des relations humaines établies avec vos interlocuteurs et si vous les avez déjà rencontrés physiquement, la probabilité que des communications à distance soient tendues diminue considérablement. Le cinquième piège, c'est de ne pas arriver à s'autodiscipliner, d'être tenté d'allumer la télévision, de regarder une vidéo sur YouTube, de naviguer sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et finalement, de ne pas trouver dans le télétravail de l'épanouissement, de ne pas accéder à des gains de productivité et de ne pas libérer le temps nécessaire à l'atteinte de vos objectifs professionnels et personnels. Le remède à ce mal est la routine matinale dont nous avons déjà parlé. Ensuite, il faut commencer la journée par des tâches les plus grosses, ou bien par les plus pénibles, ou encore mieux par celles qui ont la plus grande valeur ajoutée pour votre entreprise et pour votre avancement professionnel. Quand vous travaillez, ayez l'objectif d'abattre le plus rapidement votre charge de travail pour ensuite profiter de votre temps libre. Bien entendu, n'écoutez pas de la musique quand vous travaillez, à l'exception de musique d'ambiance conçue pour la productivité. Et surtout pas de télévision en arrière-plan, ni de nuisances sonores. Vous faites une grosse tâche et ensuite seulement vous vous accordez une petite pause en guise de récompense. L'amusement vient après le travail, toujours. D'ailleurs, s'amuser alors que l'on sait que l'on a du travail à faire donne un goût amer à l'amusement. Rigueur, autonomie, autodiscipline, voici les qualités d'un salarié efficace et ambitieux, voici les qualités d'un leader qui va réussir sa vie. Le sixième piège, c'est quand votre entourage ne comprend pas que télétravailler, c'est avant tout travailler. Vous avez besoin de calme. L'incompréhension peut venir du conjoint qui va interrompre les séances de travail ou s'attendre à ce que vous fassiez en parallèle d'autres choses comme garder les enfants, faire la cuisine ou tondre la pelouse. Il est important de mettre les choses au clair avec les personnes qui habitent votre foyer afin qu'ils vous laissent une bulle de tranquillité. Avoir une pièce dédiée au travail, différente de la chambre à coucher, est définitivement à considérer si vous souhaitez faire du télétravail. Il faut aussi penser à comment travailler quand les enfants ne sont pas à l'école ou à la crèche, comme les mercredis ou pendant les vacances scolaires. Travailler et garder des petits-enfants ne fait pas bon ménage. Vous risquez de ne pas faire les deux correctement. C'est très important, il faut être bien conscient que télétravailler ne remplace pas une garde d'enfants. Le dernier piège du télétravail et le plus important, c'est de se contenter de juste bien faire son travail et de passer à côté d'une progression de carrière, car comme je le répète toujours sur les contenus Waterfall Revenue, bien faire son travail ne suffit pas pour obtenir une promotion interne. Nous en avons déjà parlé et nous reviendrons ensemble plus longuement sur le sujet. En fonction de tes aspirations professionnelles, le télétravail peut ne pas être la bonne formule. Notamment si une grande proportion des salariés de l'entreprise n'est pas en télétravail, il faut bien être conscient que monter en grade en entreprise sera plus compliqué car cela repose essentiellement sur le développement de son influence dans une organisation, ce qui est particulièrement complexifié en télétravail. Si pour vous, le télétravail n'est pas occasionnel, si vous considérez télétravailler plus d'un jour par semaine, il est important de vous créer un espace de travail dans votre logement, surtout si vous n'êtes pas le seul à y habiter. On privilégiera une pièce fermée avec un vrai bureau, c'est-à-dire à la bonne hauteur et avec un fauteuil confortable, idéalement à roulettes. Souvent dans une maison, le bureau est relégué en dessous d'un escalier ou dans un petit cagibi. C'est une erreur qui risque de nuire à la qualité de votre travail. Idéalement, de votre bureau, vous devez avoir une belle vue vers l'extérieur pour vous inspirer, mais aussi pour permettre le repos de vos yeux qui pourront de temps à autre regarder un point fixe dans le lointain, ce qui va diminuer la fatigue visuelle. L'éclairage doit être aussi bien sélectionné. Attention au travail en extérieur ou dans des pièces qui reçoivent trop de lumière car la lecture sur écran peut devenir inconfortable. A l'inverse, des pièces sombres auront un impact négatif sur votre productivité et sur votre morale. Vous pouvez avoir en télétravail un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Pour du télétravail occasionnel ou si votre job consiste à passer un grand nombre d'appels téléphoniques ou de travailler en dehors de l'écran, il n'est pas indispensable d'avoir un grand écran d'ordinateur. Mais attention, s'il est trop petit, cela peut être insuffisant. Moi, je recommande tout de même d'avoir un ordinateur portable avec un écran de minimum 15 pouces. Mais dès que le temps passé devant l'écran est plus long, mieux vaut avoir un voire deux écrans déportés.
Normalement, si vous êtes en télétravail à 100%, c'est du matériel qui doit être fourni ou financé par votre employeur. De même, il faut considérer avoir une petite imprimante équipée d'un scanner car c'est un incontournable d'un poste de bureautique. Je déconseille de travailler sur la table de la cuisine ou de la salle à manger, même si vous vivez seul, car vous avez besoin d'un plan de travail qui soit hors de votre vue lorsque vous faites des pauses. De même, évitez d'installer votre bureau dans votre chambre à coucher. Si vous n'avez pas d'autre solution, essayez au moins de ranger toutes vos affaires de travail dans une sacoche lors de votre pause déjeuner et le soir en fin de journée. Pour préserver votre santé mentale, c'est important de placer tout ce qui se rapporte à votre travail en dehors de votre vue quand vous n'êtes pas sur des temps de travail. Bien entendu, si vous avez opté pour un écran déporté, il faut aussi avoir une souris et un clavier. Le mieux, c'est de pouvoir poser son ordinateur portable sur une base où sont reliés tous les câbles et de pouvoir facilement emporter son ordinateur portable pour travailler occasionnellement dans une autre pièce de la maison. Car c'est aussi une possibilité du télétravail. Travailler le matin dans la véranda, vers midi dans la cuisine, en milieu de journée dans le bureau et en soirée en terrasse. Donc voilà pour la partie équipement. Du point de vue des logiciels, d'un point de vue de l'environnement, il y a deux grandes écoles. La première école, c'est d'avoir des bureaux virtuels avec ou sans VPN où les logiciels ne sont pas exécutés sur votre ordinateur mais sur le serveur de l'entreprise. Cela permet parfois d'utiliser son ordinateur personnel et de ne pas avoir à se servir d'un ordinateur de l'entreprise. L'inconvénient de ce type de solution, c'est que même avec une bonne connexion Internet, il y a de la latence, c'est-à-dire que quand vous faites une action avec la souris, il y a une fraction de seconde plus tard, vous voyez le résultat à l'écran et cela peut être très agaçant et désagréable sur des longues périodes de travail. Surtout lorsqu'on utilise des applications professionnelles qui sont exigeantes. Par contre, le gros avantage des bureaux virtuels, c'est d'avoir accès à tous les dossiers partagés de l'entreprise et à certaines applications sensibles qui ne sont peut-être pas accessibles depuis l'extérieur de l'entreprise normalement. Le deuxième grand type de configuration, c'est de travailler sur son ordinateur en ayant tous les logiciels installés et éventuellement d'avoir un VPN qui permet d'accéder aux dossiers partagés à distance, même si cette solution est de moins en moins utilisée pour des questions de sécurité. De toute manière, vous n'aurez pas le choix de votre environnement de travail qui est imposé par la politique informatique de l'entreprise. Alors le mieux, c'est d'utiliser les logiciels et de les exécuter sur le PC en local et d'utiliser un bureau à distance uniquement pour faire certaines tâches qui ne peuvent pas être faites d'une autre manière. Votre service informatique pourra prendre la main sur l'ordinateur pour vous dépanner ou faire de la maintenance grâce à des logiciels de type TeamViewer. Je conseille donc de faire attention et de ne pas mélanger vie personnelle et vie professionnelle sur le même ordinateur. Pour communiquer, le téléphone portable devrait être privilégié. Assurez-vous donc qu'avec votre opérateur, vous avez une bonne qualité de signal à votre domicile, car si la qualité de communication n'est pas bonne, cela va faire très mauvais effet auprès de vos supérieurs et interlocuteurs. Dans le cadre d'un télétravail à 100%, votre employeur peut faire installer une ligne fixe à votre domicile, mais de nos jours, cela se fait beaucoup moins et on va plutôt utiliser des numéros de téléphone virtuels associés à une application sur le téléphone portable ou sur un logiciel sur l'ordinateur, ce qui permet de communiquer un numéro de téléphone fixe qui sera ensuite rerouté sur votre ordinateur ou smartphone où que vous soyez dans le monde. Dans ce cas, pensez avoir un bon casque équipé d'un microphone pour offrir à vos interlocuteurs une excellente expérience de travail et de communication. La qualité de l'audio est très importante. N'hésitez pas de tester plusieurs types de matériel et de configurations pour trouver celui qui fonctionne le mieux pour vous. Pour du télétravail occasionnel, il suffira de transférer votre ligne fixe de bureau sur votre téléphone portable et surtout pas sur votre téléphone fixe personnel. À ce sujet, si vous n'avez pas de téléphone professionnel, il va falloir déterminer avec quel numéro de téléphone vous allez appeler, car vous n'avez peut-être pas envie de donner votre numéro de téléphone portable personnel à toute l'entreprise ni à vos clients et fournisseurs. Les applications gratuites comme WhatsApp et Skype sont aussi très fiables pour téléphoner en audio ou en vidéo, mais aussi pour chatter, même si je déconseille d'abuser du chat au télétravail. Pour des réunions avec 3 interlocuteurs, il existe des solutions de vidéoconférence gratuites comme JoinMe ou Webex. Ces solutions permettent d'ailleurs de partager son écran, ce qui peut être un vrai plus quand on partage ou quand on veut expliquer ce qu'on est en train de faire ou quand on veut dépanner un collègue sur une application. En revanche, à partir de 4 interlocuteurs, il est difficile de trouver de bonnes solutions gratuites et votre entreprise doit vous ouvrir un compte sur une solution payante.
Je conseille de privilégier les leaders du marché comme Webex et de ne pas utiliser des solutions exotiques, surtout quand il faut interagir avec des interlocuteurs externes à l'entreprise. Si vous prenez des solutions leaders, vos interlocuteurs auront aussi l'habitude de les utiliser et cela se passera bien. Certaines entreprises vont avoir d'autres outils de communication, de planification et de suivi des tâches et des projets, comme par exemple Slack, qui est une application très populaire en ce moment. Votre panoplie, vous pouvez rajouter une solution de transfert de gros fichiers, comme par exemple WeTransfer. C'est particulièrement indispensable si vous n'avez pas de bon VPN ou de bureau à distance. Il y a aussi des solutions de fichiers partagés comme Google Sheets, bien utiles pour travailler en équipe. Mais attention aux outils que vous allez vous-même sélectionner car des données de votre entreprise potentiellement sensibles vont y transiter ou des données de vos clients. Si vous travaillez pour de petites entités, ce n'est pas très grave, mais dès que l'entreprise est importante, surtout dans les secteurs sensibles ou très compétitifs comme l'énergie, la défense, la pharmacie, l'aéronautique, il faut que vous ayez l'autorisation de votre service informatique pour les utiliser. À titre d'exemple, j'ai travaillé pour une entreprise qui ne souhaitait pas que nous utilisions des prestataires américains pour éviter les risques d'espionnage économique et géostratégique. Donc, un conseil, demandez toujours l'autorisation par écrit à votre service informatique ou à votre manager avant d'utiliser un service externe gratuit ou payant. Cela sécurise votre entreprise, mais aussi cela vous évite de vous mettre dans une position de faute. Comment concilier télétravail et avancement professionnel ? Alors tout d'abord, reprenons les bases. Pour espérer avoir une promotion dans son entreprise, nous avons déjà vu qu'il ne faut pas juste bien faire son travail. Si l'on suit la méthode Waterfall Revenue et notamment les grandes lignes de la formation Career Booster, il faut idéalement travailler sur 4 axes principaux. Premièrement, le mindset, deuxièmement, le focus valeur, troisièmement, l'influence et quatrièmement, la gestion de carrière stratégique. Alors, le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, regroupe un large panel de compétences soft qu'il est tout à fait possible de développer en télétravail. L'avantage du télétravail sera que vous devriez être moins pollué par les ambiances parfois négatives qu'il y a sur le lieu de travail et être moins exposé à des collègues qui sont potentiellement de mauvaises influences, qui ont un impact négatif sur votre motivation et votre mindset. Le désavantage du télétravail, c'est que vous allez avoir moins d'interaction avec votre hiérarchie, qui aura plus de difficultés à vous connaître et savoir si vous avez le bon mindset pour occuper des postes plus importants. Pour y remédier, il faut soigner la qualité des contacts car vous avez moins d'opportunités pour dévoiler votre vrai visage. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi la formation Career Booster, vous avez déjà toutes les clés pour développer le mindset recherché par votre direction. En télétravail, il faudra vous concentrer sur la manière dont vous communiquez. Vous ne devez pas juste avoir le bon mindset, vous devez aussi vous assurer que vos managers soient au courant que vous avez le bon mindset, ce qui est un art assez subtil à faire, surtout lors de relations à distance. Du côté du focus valeur, qui est, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, de gagner en efficacité pour réaliser son travail dit courant en un minimum de temps afin de dégager du temps pour des tâches réellement créatrices de valeur pour votre organisation. Et c'est là que nous avions vu comment faire plus que juste ce qui est demandé. Pour la partie efficacité, le télétravail, s'il est réalisé dans de bonnes conditions, va réellement vous aider. Fini les réunions et discussions interminables, les interruptions incessantes. Grâce au télétravail, vous avez l'opportunité d'organiser des créneaux de travail ininterrompus au cours desquels vous allez être ultra efficace. Et le temps gagné, vous pouvez le réinvestir dans la création de valeur et le développement de votre influence dans l'organisation. Donc le point suivant, c'est l'influence qui est le troisième pilier pour avoir une promotion interne en entreprise. Et c'est là qu'avec le télétravail, ça se complique. Si vous êtes au télétravail un jour par semaine, cela ne va pas avoir beaucoup d'incidence sur le développement de votre influence. Et même au contraire, puisque comme vous aurez l'occasion, par exemple le vendredi, de travailler de chez vous, vous pourrez être très efficace, prendre de l'avance sur les dossiers et vous libérer du temps que vous allez retrouver le reste de la semaine et que vous allez utiliser pour développer votre influence dans l'organisation. Par contre ensuite, si le travail est à 80% ou 100% et que vos supérieurs sont eux aussi en télétravail, à vous de trouver les bonnes manières d'appliquer les techniques de la formation Career Booster dans le contexte du télétravail. Pour faire simple, il faudra privilégier les appels audio et vidéo, entretenir des contacts réguliers et de qualité avec vos supérieurs et lors des réunions physiques ou des séminaires annuels, prévoir d'arriver très tôt et de repartir très tard afin d'échanger avec un maximum de personnes, notamment vos responsables hiérarchiques.
et proposer également de présenter quelque chose lors de ces événements ou tout simplement de participer à l'organisation de l'événement. En revanche, là où ça se complique, c'est si vous êtes en télétravail complet et que vos supérieurs hiérarchiques ne le sont pas, cela risque d'être un peu plus compliqué pour développer son influence à distance. Ce n'est pas impossible, mais c'est juste plus compliqué. C'est là que la gestion stratégique de votre carrière prend toute son importance. Soyons réalistes, si vos supérieurs hiérarchiques ne sont pas en télétravail, il y a de grandes chances que si vous décrochez une promotion, le poste nécessitera peut-être de repasser en mode présentiel. Tout comme pour augmenter votre probabilité d'avoir une promotion, il faudra peut-être travailler sur le même site que vos responsables. Il y a un autre désavantage au télétravail, c'est quand votre développement professionnel est toujours au stade où vous devez développer des hard skills, c'est-à-dire des compétences techniques. Dans ce cas, être isolé chez soi avec des contacts restreints avec des collègues peut conduire à une progression lente de votre apprentissage et retarder le moment où vous aurez le niveau pour pouvoir prétendre à un poste plus élevé. Sans même parler du développement des soft skills qui est facilité dans des environnements avec beaucoup d'interactions physiques et du feedback honnête et direct des supérieurs hiérarchiques. Je conseillerais aux jeunes diplômés d'éviter de se tourner trop tôt vers le télétravail. Pour les salariés ambitieux qui souhaitent progresser rapidement et avoir des promotions, n'allez vers le télétravail complet que si c'est une pratique généralisée et bien ancrée dans la culture de l'entreprise. En revanche, n'hésitez pas à télétravailler un jour de la semaine pour gagner en productivité. Il faut également être lucide que dans de nombreuses organisations, passer au télétravail peut signifier mettre sa carrière professionnelle en pause. C'est donc un choix de vie stratégique à prendre. Je rappelle que la méthode Waterfall Revenue donne des éléments de réponse pour déterminer à quel moment de sa carrière il est judicieux de prendre tel ou tel choix de vie. Pour en savoir plus, abonne-toi à la chaîne YouTube et active les notifications pour que ton téléphone te rappelle qu'une nouvelle vidéo Waterfall Revenue est mise en ligne. Et si tu ne connais pas Waterfall Revenue, sache que c'est aussi un site internet qui s'étoffe chaque semaine avec de nouveaux contenus créés pour les salariés qui souhaitent réussir leur vie professionnelle et financière. Mais également, il y a une partie des contenus les plus percutants, les plus incisifs, voire dérangeants parfois, qui sont publiés uniquement en privé aux membres du cercle Waterfall Revenue. Pour les recevoir, il suffit de t'inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et tu recevras environ une fois par semaine un nouveau contenu exclusif. C'est privé, c'est caché, mais cela reste bien entendu 100% gratuit. Nous allons parler des formes les plus extrêmes du télétravail comme télétravailler à 100% ou être ce que l'on appelle en full remote, c'est-à-dire avoir la possibilité de télétravailler de n'importe où dans le monde. Trouver ce type de job n'est pas facile, surtout lorsqu'il s'agit de concilier télétravail et hauts revenus. Pour le moment, la majorité des postes se trouvent dans les entreprises des nouvelles technologies. Je racontais dans un email privé envoyé aux membres du cercle l'histoire d'une commerciale que je connais et qui passe tous les hivers tantôt en Asie, tantôt en Amérique latine et qui le reste du temps travaille depuis chez elle dans le sud de l'Europe. J'ouvre une parenthèse pour rappeler que le lien d'inscription au cercle Waterfall Revenue est en description de cette vidéo. Ce sont des ressources gratuites envoyées chaque semaine par email pour évoluer dans sa vie professionnelle et financière. Alors comment convaincre son patron de vous laisser télétravailler à 100% voire en full remote? Cette crise du Covid-19 aura eu l'avantage de faire bouger les lignes dans beaucoup d'entreprises qui voient que finalement le travail à distance s'est plutôt bien passé. Cela permet d'avoir des salariés plus disponibles et ouvre des perspectives de réduction des tailles de bureau, ce qui est par les temps qui courent financièrement très intéressant. Mais malheureusement pour la plupart des salariés, le retour au travail se fera en présentiel, comme avant, avec éventuellement une journée de télétravail possible. Car les directions des entreprises, surtout en France, restent très conventionnelles et ont du mal à faire confiance à leurs employés, mais aussi il y a des problèmes de dimensionnement et de sécurité des infrastructures informatiques. Ce sont donc surtout les cadres qui vont bénéficier du télétravail, donc si tu veux faire du télétravail et que tu n'es pas cadre, va faire un petit tour sur le site Waterfall Revenue, tu y trouveras des ressources précieuses pour devenir cadre. Pour convaincre ton boss de te passer au moins partiellement au télétravail, la meilleure méthode que j'ai trouvée est celle décrite dans le livre La semaine des 4 heures. Cet ouvrage de Tim Ferriss n'a pas été écrit pour les salariés, mais plutôt pour les auto-entrepreneurs et ceux qui souhaitent le devenir. Mais il y a dans ce livre un chapitre qui expose une stratégie très intéressante pour convaincre son patron de passer en télétravail. La stratégie, c'est de demander une journée test. Au cours de cette journée test, tu vas surdélivrer pour montrer que le télétravail est pour toi la meilleure formule pour être productif.
Ce que tu peux faire pour surdélivrer, c'est accumuler du lundi au jeudi du travail en avance, mais de le dévoiler uniquement la journée du vendredi quand tu seras en télétravail. Puis, tu gagnes progressivement la confiance de ton patron, tu instaures une journée de télétravail par semaine, puis 2, puis 3, jusqu'au télétravail à 100%. Et l'année suivante, tu vas un petit peu plus loin et tu proposes de télétravailler non pas depuis ton pavillon de banlieue en région parisienne, mais depuis la ville de Bordeaux par exemple, en rappelant qu'elle n'est qu'à 2 heures de TGV de Paris. Puis 2 ans plus tard, tu négocies que tu vas désormais habiter à Casablanca au Maroc. Si vous avez d'autres techniques pour convaincre votre patron de passer en télétravail, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Cette série de vidéos sur le télétravail est terminée pour le moment. À partir de la semaine prochaine et pendant tout l'été, je commencerai une nouvelle série sur les stratégies de vie. Nous y verrons différents modèles qui permettent des résultats professionnels et financiers très différents, mais aussi des expériences de vie plus ou moins riches. Et à partir de la rentrée de septembre, nous reviendrons à des contenus plus terre à terre, plus axés sur la carrière professionnelle, avec des concepts concrets pour évoluer dans sa carrière et dans sa vie professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir ces vidéos. Je rappelle qu'une partie des contenus Waterfall Revenue n'est publiée qu'en privé aux membres du cercle. Il suffit d'un clic sur le premier lien en description pour être ajouté à la liste de diffusion et c'est bien entendu 100% gratuit. Ciao et à très vite.